J'ai ajusté ma cravate pour la 3e fois. Mes doigts tremblaient alors que je me tenais seul au premier rang, fixant le cercueil fermé. Le funérarium était silencieux, trop silencieux. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. La cérémonie aurait dû commencer il y a 10 minutes. Les amis de Marianne remplissaient la moitié de la chapelle. Son club de lecture, son groupe de bénévoles de la banque alimentaire, et même Madame Dubois, la voisine du bout de la rue qui pouvait à peine marcher ces derniers temps, étaient là. Mais le premier rang, là où nos fils auraient dû être assis, restait vide. J'ai sorti mon téléphone. Aucun message. Je les avais appelés chacun 2 fois ce matin. Les appels étaient tombés directement sur la messagerie. Maître Leroux, le directeur des pompes funèbres, s'est approché à pas feutrés. Devrions-nous attendre encore quelques minutes, monsieur? J'ai secoué la tête. Non, commençons. Marianne aurait compris. Elle comprenait toujours plus de choses que je ne le pensais. La cérémonie était belle. Les gens ont parlé de la gentillesse de ma femme, de son dévouement envers la communauté d'Annecy, de son rire contagieux. J'essayais de me concentrer sur leurs paroles, mais mon esprit ne cessait de vagabonder vers les sièges vides à côté de moi. Où étaient Julien, Nicolas et Théo? Plus tard, alors que je me tenais près du cercueil une dernière fois, mon téléphone a vibré. Julien, papa, je suis vraiment désolé. La réunion de fusion à Singapour n'a pas pu être reportée. Tu sais ce que c'est. Nicolas, je me sens terriblement mal. Cette présentation au conseil d'administration à la Défense était prévue depuis des mois. Je me rattraperai. Théo, coincé à Ibiza. Vol annulé à cause de la météo. On essaiera de rentrer demain. J'ai fixé les messages. Singapour. La Défense. Ibiza. Notre maison familiale était à Annecy. Julien vivait à Londres, à seulement 2 heures de train plus un court vol. Nicolas était à Paris, à 3 heures de TGV. Théo était soi-disant à Lyon pour le travail, mais non, Ibiza. Marianne était morte il y a 3 jours. 3 jours. Largement suffisant pour libérer n'importe quel emploi du temps. Tu le savais, ai-je chuchoté au cercueil. Tu savais qu'il ne viendrait pas. 6 semaines plus tôt, Marianne s'était effondrée dans notre cuisine. Un AVC. Le temps que je l'emmène à l'hôpital, les médecins ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle avait peut-être 3 mois si nous avions de la chance. Elle a tenu 6 semaines. Mais durant ces 6 semaines, il s'est passé quelque chose que je n'ai compris que plus tard. Marianne était devenue secrète. Elle passait de longs appels téléphoniques avec Maître Durand, notre notaire de famille, fermant toujours la porte de son bureau. Quand je lui posais des questions, elle souriait et disait « Je mets juste notre testament à jour, chérie. À notre âge, nous devons avoir tout en ordre. » Je pensais qu'elle était pragmatique. Marianne avait toujours été pragmatique. Nos fils ont visité 2 fois durant ces 6 semaines, 1 fois chacun. Julien est venu le premier, il est resté 2 heures. Il a passé 45 minutes sur son téléphone, 20 minutes à manger le déjeuner que j'avais préparé, et 15 minutes au chevet de sa mère. Le reste du temps, il faisait les 100 pas dans le salon en regardant sa montre. « Maman comprend », a-t-il dit en partant. « La société a besoin de moi. Ce contrat avec Yamamoto vaut 200 millions d'euros. » La visite de Nicolas fut pire. Il a amené sa femme, Vanessa, qui a passé tout son temps à photographier nos antiquités et à demander leur valeur. Juste par curiosité, avait-elle dit quand je l'ai surprise en train d'examiner l'estampille sur la porcelaine de Limoges de la grand-mère de Marianne. Théo n'a même pas fait semblant. Il s'est pointé, est resté 40 minutes et est parti avec notre double des clés. Au cas où j'aurais besoin de passer vérifier des choses, avait-il dit. J'ai appris plus tard par la voisine qu'il était revenu 2 fois seul pour fouiller la maison. Marianne a tout vu. Elle n'a rien dit, mais je pouvais le voir dans ses yeux. La tristesse, la déception, la résignation. Ils sont juste inquiets, lui avais-je dit un soir en lui tenant la main. C'est dur pour eux. Elle avait serré faiblement mes doigts. Alain, tu as toujours vu le meilleur en eux. C'est pour ça que je t'aime. Mais parfois, aimer signifie ouvrir les yeux. Je ne voulais pas ouvrir les yeux. C'étaient mes fils. Je les avais élevés.
J'avais travaillé 60 heures par semaine pour les envoyer dans les meilleures grandes écoles. Marianne avait sacrifié sa carrière d'institutrice pour être à la maison avec eux. Nous leur avions tout donné. Ils reviendront vers nous, avais-je insisté. Quand ils auront leurs propres enfants, ils comprendront. Marianne avait juste souri. Ce sourire triste et omniscient. La veille de sa mort, elle était à peine consciente. J'étais assis près de son lit d'hôpital, tenant sa main. Elle a ouvert les yeux brièvement et a chuchoté, « Maître Durand a tout. Fais-lui confiance, Alain. Et fais-moi confiance. » Je me suis assuré que les garçons apprennent ce qu'ils ont besoin d'apprendre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» avais-je demandé. Mais elle avait déjà sombré de nouveau dans l'inconscience. Elle est morte le lendemain matin pendant que j'allais chercher un café. Je m'étais absenté 10 minutes. Juste 10 minutes. Et elle est morte seule. Tout comme elle a été enterrée seule. Ses fils trop occupés par des fusions, des présentations et des voyages mystérieux à Ibiza. Le lendemain des funérailles, j'étais assis dans le bureau de Maître Durand. Il avait l'âge de Marianne, 67 ans, avec des yeux bienveillants et des mains prudentes qui ajustaient fréquemment ses lunettes. « Alain, je dois vous préparer », a-t-il dit. Les instructions de Marianne étaient très précises et inhabituelles. Dites-moi simplement ce qu'elle voulait. Maître Durand a ouvert un dossier. Elle a révisé son testament il y a 6 semaines. Tout a été changé. Changé comment? La maison, les investissements, son assurance vie. Tout est divisé équitablement entre Julien, Nicolas et Théo. Mais il y a des conditions. Quel genre de conditions? Chaque fils doit passer 30 nuits consécutives dans la maison familiale d'Annecy. Pas d'hôtel, interdiction de sortir sauf pour le travail. Ils doivent rester ensemble. Je l'ai fixé. Pourquoi? Ce n'est pas tout. Maître Durand a sorti une boîte en bois. Marianne a laissé 30 lettres, une pour chaque nuit. Les fils doivent les lire ensemble à voix haute chaque soir à 19 h. Dans le salon, tous les 3 présents. Et s'ils ne le font pas, alors la totalité du patrimoine ira à des œuvres caritatives. La banque alimentaire, le centre d'alphabétisation où Marianne était bénévole, et le refuge pour femmes, tout. Absolument tout. La maison vaut 3 millions d'euros. L'assurance vie de Marianne et ses investissements totalisent 4 millions supplémentaires, combinés à vos comptes joints et actifs. Nous parlons de 8 millions d'euros. Je me suis adossé à ma chaise. 8 millions. Marianne avait été modeste concernant l'argent de sa famille. Je savais qu'elle en avait un peu, mais 8 millions. Quand doivent-ils faire cela? Ils ont 60 jours pour commencer. Une fois qu'ils commencent, ils doivent terminer les 30 jours consécutivement. Si quelqu'un part plus tôt, si quelqu'un manque même une seule lecture de lettres, tout va aux œuvres de charité. Elle voulait leur enseigner quelque chose. Oui. L'expression de Maître Durand s'est adoucie. Et Alain, vous n'êtes pas obligé de participer. Marianne a laissé des dispositions séparées pour vous. Le chalet à Megève, votre pension est 2 millions d'euros. Vous êtes à l'abri, quoi que fassent les garçons. Elle m'a protégé. Elle m'aimait. Mais elle voulait aussi que je voie ce qu'elle avait vu. Ce n'était pas seulement pour les garçons, Alain. C'était pour m'ouvrir les yeux. J'ai appelé les garçons ce soir-là. Cette fois, ils ont tous répondu. Papa, j'ai 5 minutes, a dit Julien. Qu'est-ce qu'il y a? Le testament de votre mère a été lu aujourd'hui. Silence. Puis, et vous devez rentrer à la maison. Tous les 3. Maître Durand peut expliquer les détails. Tu ne peux pas juste me le dire? Non, vous devez l'entendre de sa bouche. Tous les 3 ensemble. Nicolas fut plus direct, combien on touche? Rentre à la maison et tu le sauras. Théo a essayé de négocier, je suis au milieu de quelque chose d'important. Ça peut attendre le mois prochain? Non. Le testament de votre mère stipule que vous avez 60 jours. Le compte à rebours a commencé aujourd'hui. Cela a capté leur attention. 3 jours plus tard, je me tenais dans le bureau de Maître Durand alors que mes 3 fils entraient. Je les reconnaissais à peine. Julien avait pris du poids, son costume sur mesure le serrant trop au niveau du ventre. Nicolas avait l'air épuisé, des cernes profonds sous les yeux.
Théo portait un survêtement de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Papa. Julien a hoché la tête. Il ne m'a pas pris dans ses bras. Aucun d'eux ne l'a fait. Maître Durand est allé droit au but. Il a expliqué le testament de Marianne, l'argent, la maison, les 30 nuits, les 30 lettres. Julien fut le premier à parler. C'est ridicule. Je dirige une multinationale. Je ne peux pas tout lâcher pendant un mois. Alors vous renoncez à votre part, a dit calmement Maître Durand. C'est de la manipulation émotionnelle, a ajouté Nicolas. Maman était malade. Ce testament pourrait être contesté. Il a été notarié. Témoigné par 3 parties indépendantes et rédigé alors que votre mère était en parfaite santé mentale. 6 semaines avant sa mort, la voix de Maître Durand était ferme. Contestez-le si vous le souhaitez, mais je vous garantis que vous perdrez et cela vous coûtera plus en frais d'avocat que ce que vous hériteriez. Théo était sur son téléphone. Et si je sais pas, on le faisait vite fait? Jean, on lit les lettres en accéléré. Les lettres sont scellées par date. Chaque enveloppe a un sceau inviolable. Elles ne peuvent être ouvertes que le soir désigné à l'heure désignée. Je serai présent pour vérifier la conformité. Vous? Julien avait l'air offensé. C'est grotesque. C'étaient les dernières volontés de votre mère. La voix de Maître Durand avait maintenant un côté tranchant. Elle a passé un temps considérable à planifier cela. Le moins que vous puissiez faire est de respecter ça. Est-ce qu'elle a dit pourquoi, a demandé Nicolas. Pourquoi nous infliger ça? Maître Durand m'a regardé. J'ai réalisé que Marianne avait partagé quelque chose avec lui. Quelque chose qu'elle ne m'avait pas dit. Votre mère sentait, a dit Maître Durand avec précaution, que vous aviez perdu de vue ce qui compte vraiment. Elle voulait vous le rappeler. En nous soudoyant, a ricané Théo. En nous faisant faire des pirouettes pour de l'argent qui devrait être le nôtre de toute façon? En fait, dis-je doucement. Et tous les 3 se sont tournés vers moi. Rien de tout cela n'était à vous de toute façon. C'était à votre mère. Elle l'a gagné. Le fond de sa famille, son héritage. Elle aurait pu tout donner à des œuvres caritatives sans tout ce cirque. Au lieu de cela, elle vous donne une chance. Une chance de quoi, a exigé Julien. De vous rappeler qui elle était. Et qui vous étiez. Le silence qui a suivi était lourd. Finalement, Nicolas a soupiré. Quand est-ce qu'on commence? La première nuit est lundi prochain, a dit Maître Durand. Ça vous donne 5 jours pour arranger vos emplois du temps. Ils sont partis sans me dire au revoir. Alors que la porte se fermait, je me suis tourné vers Maître Durand. Qui avait-il dans cette première lettre? Je ne sais pas. Marianne les a scellées elle-même, mais elle m'a dit. Il a hésité. Elle m'a dit que la première leur donnerait envie de partir. C'était le test. Lundi est arrivé. Je suis resté à Megève, dans le chalet qui était désormais uniquement le mien. Marianne et moi l'avions acheté il y a 20 ans, prévoyant d'y prendre notre retraite ensemble. Maintenant, j'étais ici seul, me demandant ce qui se passait dans notre maison d'Annecy. Maître Durand m'a appelé ce soir-là à 19h15. Ils sont tous là, a-t-il dit, à peine à l'heure. Théo a essayé de prétendre qu'il était malade. L'assistante de Julien a appelé pour reprogrammer. Nicolas est arrivé avec 40 minutes de retard, mais ils sont là. Et la lettre? Nous l'ouvrons maintenant. J'ai entendu des voix en arrière-plan. Puis le silence. Un long et lourd silence. Maître, dis-je, que se passe-t-il? La lettre, a-t-il dit doucement. Alain, vous devriez revenir ce soir. J'ai conduit les 1h30 depuis Megève dans un état second. Quand je suis arrivé chez nous, toutes les lumières étaient allumées. Par la fenêtre avant, je pouvais voir mes 3 fils assis dans le salon. Aucun d'eux ne parlait. Ils étaient juste assis là, fixant le vide. Je suis entré. Maître Durand était dans la cuisine en train de faire du thé. Qu'est-ce que ça disait, ai-je demandé. Il m'a tendu une feuille de papier. L'écriture de Marianne. Élégante, claire. Mes chers fils, si vous lisez ceci, vous connaissez les conditions de mon testament. 30 nuits, 30 lettres. J'imagine que vous êtes en colère.
Vous pensez probablement que c'est cruel ou manipulateur. Peut-être planifiez-vous déjà comment contester cela. Avant de le faire, je veux que vous sachiez quelque chose. Je vous pardonne. Je vous pardonne de ne pas être venu à mes funérailles. Oui, je savais que vous ne viendriez pas. Je sais depuis des années que votre père et moi sommes devenus des obligations plutôt qu'une famille. Que vos visites étaient des appels de courtoisie, chronométrés et planifiés comme des réunions d'affaires. Je te pardonne, Julien, d'avoir passé ta dernière visite avec moi sur ton téléphone. D'avoir regardé ta montre toutes les 5 minutes, d'avoir menti en disant que tu reviendrais la semaine suivante alors que nous savions tous les deux que tu ne le ferais pas. Je te pardonne, Nicolas, d'avoir amené ta femme pour expertiser mes biens pendant que je me mourais à l'étage. Oui, je le savais. Madame Dubois l'a vu photographier l'argenterie. Pensais-tu vraiment que je n'en entendrais pas parler? Et Théo, d'où Théo, je te pardonne d'avoir pris notre double des clés et d'avoir fouillé nos affaires. D'avoir ouvert ma boîte à bijoux, d'avoir vérifié les étiquettes sur les tableaux. Je sais que tu pensais que j'étais trop loin pour remarquer, mais je ne l'étais pas. Pas encore. Je pardonne tout cela. Mais le pardon ne signifie pas que je vais permettre que cela continue. Votre père ne sait pas ce que je sais. Il ne sait pas pour les emprunts que tu as contractés, Julien, en utilisant la société que tu étais censé diriger avec succès. Il ne sait pas que cette société a 30 millions d'euros de dette et que tu paries sur cet héritage pour la sauver. Il ne sait pas, Nicolas, que tu as hypothéqué ta maison 3 fois. Que l'addiction au shopping de Vanessa vous a ruiné. Que tu as 2 mois de retard sur tes cotisations au club de golf et que tu fais face à une saisie. Et Alain ne sait certainement pas, Théo, que tu n'as jamais eu de vrai travail. Que la start-up technologique dont tu nous as parlé était un mensonge. Que tu vis sur tes cartes de crédit et l'argent que ton père t'envoie encore chaque mois même si tu as 38 ans. J'ai découvert tout cela durant mes 6 dernières semaines. C'est incroyable ce qu'une femme mourante avec une bonne connexion Internet peut découvrir. J'ai aussi engagé un détective privé qui valait chaque centime. Alors, oui, vous avez désespérément besoin de cet argent. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes assis là en ce moment à lire cette lettre. Mais voici ce que vous devez savoir. Vous allez le mériter non pas par le travail, des contrats ou des présentations. Vous allez le mériter en affrontant la vérité sur vous-même, sur ce que vous êtes devenu, sur ce que vous avez fait à cette famille. Chaque lettre révélera quelque chose. Certaines choses que vous savez, d'autres que vous ignorez. Mais tout est vrai. Vous pouvez partir à tout moment. La porte est ouverte. Mais si vous le faites, vous partez avec rien d'autre que ce avec quoi vous êtes venu, des dettes, des mensonges, et le souvenir d'une mère dont vous avez séché l'enterrement. Ou vous pouvez rester, lire les lettres, affronter la vérité, et peut-être, juste peut-être, retrouver le chemin vers les hommes que je vous ai élevés pour être. Le choix, comme toujours, vous appartient. Je vous aime. Je vous aimerai toujours. Mais l'amour sans vérité n'est que de la complaisance. Votre mère. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai levé les yeux vers Maître Durand. Elle savait tout. Elle a passé ces dernières semaines à s'en assurer. Elle voulait leur donner une chance, Alain. Mais elle voulait que ce soit une vraie chance construite sur la vérité. Je suis entré dans le salon. Julien a été le premier à lever les yeux. Son visage était rouge. Tu n'étais pas au courant de ça? Non. Elle a engagé un détective privé. La voix de Nicolas s'est brisée. Notre propre mère nous espionnait. Ou bien, dis-je doucement, votre mère vous aimait assez pour découvrir la vérité. Théo s'est levé. Je ne reste pas pour ça. C'est de la folie. Alors pars, ai-je dit, mais ne reviens pas. Pas pour l'argent, pas par culpabilité, plus jamais. Si tu franchis cette porte maintenant, c'est fini. Il m'a fixé. Je ne lui avais jamais parlé comme ça auparavant. Marianne avait toujours été celle qui faisait la discipline. J'étais le gentil, celui qui croyait le meilleur d'eux. Votre mère vous a fait un cadeau, ai-je continué. Elle aurait pu simplement vous couper les vivres. Au lieu de cela, elle vous offre 30 nuits pour comprendre où vous avez dérapé. 30 chances de choisir différemment. C'est plus que ce que la plupart des gens obtiennent. Et si on reste, a demandé Julien, quoi? On s'assoit ici et on lit des lettres sur à quel point on est des gens horribles? Vous lisez des lettres sur la vérité.
Ce que vous faites de cette vérité ne dépend que de vous. Ils sont restés cette nuit-là, mais la tension dans la maison était insupportable. J'avais prévu de retourner à Megève, mais je ne pouvais pas partir. C'étaient toujours mes fils, même si je ne les reconnaissais presque plus. La deuxième lettre était plus courte. Elle parlait du 10e anniversaire de Julien. Comment il avait passé toute la journée à aider Marianne à faire des madeleines pour sa classe, insistant pour qu'ils en fassent assez pour tout le monde, y compris les enfants qui n'apportaient jamais de goûter. À quel point elle avait été fière de sa gentillesse. Qu'est-il arrivé à ce garçon, finissait la lettre. Julien n'a pas répondu. Il s'est juste levé et est allé dans son ancienne chambre. La troisième lettre concernait la remise de diplôme de droit de Nicolas. À quel point il avait travaillé dur. Comment il avait aidé ses camarades à étudier même quand il avait lui-même du mal. Comment Marianne avait su qu'il deviendrait un bon avocat parce qu'il voulait sincèrement aider les gens. Quand est-ce qu'aider les gens a cessé de compter, avait-elle écrit. Les mains de Nicolas tremblaient en pliant la lettre. La quatrième lettre parlait de Théo, de la façon dont il passait chaque samedi à faire du bénévolat au refuge pour animaux quand il avait 16 ans. À quel point il était doux avec les chiens effrayés, comment Marianne avait cru qu'il deviendrait vétérinaire. Où est passée cette compassion, demandait-elle. À la 5e nuit, ils avaient arrêté de faire semblant de vérifier leur téléphone constamment. À la 7e nuit, ils se parlaient vraiment, ne restant plus simplement assis en silence. À la 10e nuit, quelque chose a changé. La 10e lettre était différente. Ce n'était pas à propos de souvenirs. C'était à propos du diagnostic de cancer de Marianne il y a 5 ans. Un cancer qu'elle avait vaincu avec de la chirurgie et des traitements. Un cancer dont elle n'avait parlé à aucun d'eux. Pourquoi je ne vous l'ai pas dit, avait-elle écrit. Parce que je savais que vous ne viendriez pas. Ou pire, que vous viendriez par obligation et que vous m'en voudriez pour ça. Je ne voulais pas de ça. Je voulais gérer ça en privé avec votre père qui m'a tenu la main à travers chaque traitement. Mais je veux que vous réfléchissiez à ce que cela signifiait, que je ne pouvais pas faire confiance à mes propres fils pour être là pour moi quand j'en avais besoin. Que j'ai dû cacher mon cancer parce que je savais que ce serait un inconvénient pour vous. Pensez à ça. Julien a craqué le premier. Il lisait la lettre à voix haute, mais il s'est arrêté à mi-chemin, la voix brisée. Nicolas a pris le relais. Quand il a fini, Théo pleurait. On ne savait pas, a chuchoté Julien. Parce qu'elle ne pouvait pas nous le dire, a dit Nicolas. Parce que nous étions devenus le genre de personnes à qui votre mère ne peut pas parler de son cancer. Cette nuit-là, je me suis assis avec eux. Vraiment assis avec eux pour la première fois depuis des années. Julien m'a parlé de l'entreprise, de comment il s'était surendetté pour impressionner un conseil d'administration qui se fichait de lui, comment il avait confondu succès et importance. Nicolas a admis que Vanessa avait un problème, qu'il l'avait encouragée parce que c'était plus facile que de l'affronter, qu'il s'était perdu en essayant de maintenir une image de richesse qu'il n'avait pas vraiment. Théo a tout avoué, les mensonges, le faux travail, l'argent que je lui envoyais et qu'il n'utilisait pour rien de productif. J'avais honte, a-t-il dit. Et plus j'avais honte, plus je mentais. Et ensuite je ne pouvais plus retrouver mon chemin. Mais tu peux maintenant, ai-je dit. C'est ce que votre mère vous donne. Un chemin de retour. Les lettres ont continué. Certaines étaient dures, certaines étaient douces, certaines étaient drôles, leur rappelant des moments qu'ils avaient oubliés. Marianne les avait structurées soigneusement, m'a dit Maître Durand plus tard. Des vérités difficiles équilibrées par des souvenirs aimants. La critique couplée à l'encouragement. À la 20e nuit, quelque chose de remarquable s'était produit. Mes fils cuisinaient le dîner ensemble, nettoyaient la maison, faisaient des promenades. Ils parlaient de choses réelles, pas juste d'argent, de contrat ou de statut. La 20e lettre expliquait la structure du testament de Marianne, pourquoi elle l'avait fait ainsi. J'aurais pu juste vous donner l'argent, mais l'argent sans sagesse n'est que du carburant pour la destruction. J'aurais pu vous couper les vivres entièrement, mais cela aurait été vous abandonner. Et je n'ai jamais abandonné mes fils. Alors, je vous donne 30 jours. 30 jours pour vous souvenir. 30 jours pour réfléchir. 30 jours pour choisir qui vous voulez être. Parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit, le choix. Vous avez choisi de sécher mon enterrement. Vous avez choisi de me voir comme un inconvénient. Vous avez choisi l'argent plutôt que la famille. Maintenant,
vous pouvez choisir à nouveau chaque jour pendant 30 jours. Qui allez-vous être? La 25e lettre parlait de mon père, le beau-père de Marianne, mort quand les garçons étaient jeunes. Comment il avait bâti une petite entreprise à partir de rien. Comment il avait tout perdu dans une récession mais n'avait jamais perdu son intégrité. Pépé Jacques est mort avec presque rien, écrivait Marianne. Mais à ses funérailles, 200 personnes sont venues. Des gens dont il avait touché la vie, des gens qu'il avait aidés quand il ne pouvait pas se permettre de s'aider lui-même. À mes funérailles, 40 personnes sont venues. Aucun d'eux n'était mes fils. Quelle funéraille compte le plus? Celle avec 200 personnes qui le connaissaient à peine mais le respectaient? Ou celle qui aurait dû avoir 3 hommes qui m'aimaient mais n'ont pas pris la peine de venir? Votre grand-père avait l'habitude de dire « On peut mesurer la richesse d'une personne au nombre de gens qui se présentent quand il n'y a plus rien à gagner. » À cette aune, je suis morte riche. Mais à cette même aune, qu'êtes-vous? La 30e nuit, je suis revenu à la maison. Maître Durand était là. Mes 3 fils étaient assis ensemble sur le canapé comme ils le faisaient quand ils étaient gamins, à regarder des films. Maître Durand a ouvert la dernière enveloppe. Le visage de Marianne nous regardait depuis une photographie attachée à la lettre par un trombone. Elle souriait. C'était lors de nos noces d'émeraude, il y a juste 1 an. La lettre nous était adressée à tous. Mon chéri Alain, si tu lis ceci, alors nos fils ont tenu les 30 nuits. Je suis si fier d'eux, et je suis si désolé de t'avoir caché cela. Tu as toujours voulu croire le meilleur en eux. J'aime ça chez toi. Mais parfois, aimer signifie faire des choses difficiles. Je t'ai obligé à les regarder lutter à travers ça. Je t'ai obligé à voir ce qu'ils étaient devenus, pas pour te blesser, mais parce que tu avais besoin de le voir. Tu ne peux pas les aider à changer si tu ne reconnais pas qu'il y a un problème. Julien, Nicolas, Théo, vous avez passé 30 jours à affronter des vérités difficiles. Vous avez lu sur les garçons que vous étiez et les hommes que vous êtes devenus. Maintenant vient la partie la plus difficile, décider de la suite. L'argent est à vous. Tout. Plus de conditions. Vous avez rempli les termes du testament. Mais avant de le prendre, je veux que vous fassiez une chose. Je veux que vous décidiez de ce pourquoi vous en avez réellement besoin. Julien, ton entreprise coule. Tu peux utiliser ton héritage pour la sauver. Ou tu peux la laisser couler et commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui compte pour toi. Pas juste pour un conseil d'administration qui te remplacera à la minute où tu cesseras d'être utile. Nicolas, tu peux payer tes dettes, mais si tu le fais, qu'est-ce qui change? Est-ce que Vanessa se fera aider? Vas-tu continuer à courir après une image de succès qui te ruine émotionnellement et financièrement? Ou vas-tu utiliser cela comme une chance de construire quelque chose de vrai? Théo, tu peux utiliser cet argent pour continuer à dériver. Ou tu peux enfin comprendre qui tu veux être. Tu as 38 ans. Il n'est pas trop tard. Mais il ne se fait pas plus tôt non plus. Je ne vous dis pas quoi faire. Je vous demande de choisir consciemment, de réfléchir à ce qui compte, de vous rappeler que l'argent est un outil, pas un but. Et je vous demande de prendre soin de votre père. Il a pris soin de nous tous pendant si longtemps. C'est lui qui est resté près de mon lit chaque nuit à l'hôpital. Qui m'a tenu la main quand j'avais peur. Qui m'a aimé sans condition même quand je ne le méritais pas. Ne le laissez pas passer ces dernières années seul à se demander s'il a échoué en tant que père. Ce n'est pas le cas. C'est moi. J'ai vu ce qui se passait et j'ai laissé faire parce que je ne voulais pas vous contrarier. C'était mon échec, pas le sien. Alors, aimez-le. Aimez-le vraiment. Pas avec des cartes à Noël et des coups de fil aux anniversaires. Aimez-le avec votre temps, votre présence, votre vérité. C'est mon véritable testament. Pas l'argent, pas la maison. Ça. Aimez-vous les uns les autres. Soyez là les uns pour les autres. Choisissez la famille plutôt que les affaires, le statut, ou n'importe quelle chose temporaire qui semble importante cette semaine. Parce qu'à la fin, à toute fin, la seule chose qui compte est qui est venu. Je vous aime tous, Marianne. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit de mes 3 fils qui pleuraient. Des hommes faits, tous les 3, sanglotant comme des enfants. Julien fut le premier à parler. Je ne veux pas de l'argent. Quoi? Nicolas l'a regardé. Je n'en veux pas, ou je veux l'utiliser différemment. Julien a essuyé ses yeux.
L'entreprise peut couler. Maman avait raison. Ce n'était pas la mienne de toute façon. C'était le rêve de papa pour moi, mais ça n'a jamais été mon rêve. Je veux enseigner l'éthique des affaires. Je veux aider les gens à construire des entreprises qui comptent, pas juste des entreprises qui font de l'argent. Je veux être avocat commis d'office, a dit Nicolas doucement. C'est pour ça que j'ai fait mes études de droit. Avant Vanessa, avant la grande maison et le club privé. Je voulais aider les gens qui ne pouvaient pas se payer d'avocat. Je peux faire ça maintenant. Et Vanessa? Il a marqué une pause. Vanessa a besoin d'une aide que je ne peux pas lui donner. Une aide professionnelle. Si elle ne veut pas l'accepter, alors peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Théo est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, je veux finir le diplôme que j'ai abandonné. Sciences de l'environnement. Je veux travailler pour les parcs nationaux. Je veux faire quelque chose qui a du sens. J'ai regardé mes fils, je les ai vraiment regardés, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu les garçons que j'avais élevés. Pas les hommes qu'ils étaient devenus, mais les hommes qu'ils pouvaient encore être. Votre mère serait fière, ai-je dit. Et toi, papa, a demandé Julien. Est-ce que tu es fier? J'y ai réfléchi. Aux années de déception que j'avais évitées. À l'enterrement avec les sièges vides. À Marianne mourant avec des secrets parce qu'elle ne pouvait pas faire confiance à ses propres fils. Mais j'ai aussi pensé à ces 30 nuits. Au choix qu'ils avaient fait de rester. Aux larmes qu'ils pleuraient maintenant, de vraies larmes, pas les larmes de performance de l'obligation. Oui, ai-je dit finalement. Je suis fier. Pas de qui vous étiez, mais de qui vous choisissez d'être. Maître Durand s'est éclairci la voix. Il y a encore une chose. Marianne a laissé des instructions avec moi. Si vous teniez les 30 nuits, je devais vous donner ceci. Il a sorti une autre enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque, d'1 million d'euros, libellé à l'ordre de la Banque alimentaire d'Annecy. Elle veut que vous le remettiez ensemble, a dit Maître Durand. Pour voir où votre héritage aurait pu aller. Pour comprendre ce que la richesse signifie vraiment. 2 semaines plus tard, nous nous tenions tous les 4 à la Banque alimentaire où Marianne avait été bénévole pendant 15 ans. La directrice, une femme nommée Ruth, a accepté le chèque les larmes aux yeux. Marianne parlait tout le temps de vous, les garçons, a dit Ruth. Elle était si fière de qui vous aviez été, et elle avait tellement d'espoir pour qui vous deviendriez. Elle vous a parlé du testament, a demandé Nicolas. Elle m'a tout dit. Elle m'a demandé conseil, en fait. Pour savoir si elle était trop dure. Ruth a souri. Je lui ai dit que l'amour n'est pas toujours doux. Parfois, il doit être féroce. Elle a été féroce parce qu'elle vous aimait. Nous avons visité les locaux, vu où Marianne avait travaillé chaque mercredi pendant 15 ans. Vu la nourriture qu'elle avait organisée, les familles qu'elle avait aidées, le programme qu'elle avait lancé pour apprendre à cuisiner aux gens qui devaient nourrir leur famille avec un budget serré. Elle ne nous a jamais parlé de ça, a dit Théo. Elle a essayé, a dit Ruth doucement. Elle vous a invité à faire du bénévolat avec elle plusieurs fois. Mais vous étiez toujours trop occupé. Ce soir-là, nous nous sommes assis dans la maison une dernière fois. Julien déménageait ses affaires le lendemain, retournant à Londres pour fermer sa société proprement et postuler à des postes d'enseignement. Nicolas avait rendez-vous avec des avocats spécialisés dans le divorce et des thérapeutes. Théo s'inscrivait à des cours en ligne pour finir son diplôme. « Qu'est-ce que tu vas faire, papa » a demandé Théo. « Vivre » ai-je dit simplement. Votre mère et moi avions des projets. Voyager. Nous ne l'avons jamais fait parce que nous attendions le bon moment. Je vais faire ces choses. Et je vais faire du bénévolat à la Banque alimentaire le mercredi. Quelqu'un doit continuer son travail. On peut venir, a demandé Julien. Parfois. Quand on sera dans le coin. J'aimerais beaucoup. 6 mois plus tard, je me tenais sur la tombe de Marianne. C'était son anniversaire. J'avais apporté des fleurs, ses préférées, des roses blanches. Tu avais raison, lui ai-je dit. Sur toute la ligne. Ils avaient besoin de la vérité. J'avais besoin de voir la vérité. Et tu nous as fait à tous un cadeau, même si ça n'y ressemblait pas sur le moment. J'ai entendu des pas derrière moi. Mes 3 fils arrivaient ensemble. Ils avaient fait la route depuis Londres, Lyon et Paris.
Pas pour un héritage, pas par obligation, mais parce que c'était l'anniversaire de leur mère et qu'ils voulaient être ici. Julien avait laissé son téléphone dans la voiture. Nicolas portait un jean et une veste simple, pas son habituel costume de créateur. Théo portait une carte faite à la main, quelque chose qu'il avait créé lui-même. Nous nous sommes tenus ensemble sur sa tombe. Une famille. Pas parfaite, pas guérie, mais guérissante ensemble. Merci, maman, a dit Julien doucement. De ne pas nous avoir abandonnés. D'avoir été féroce, a ajouté Nicolas. De nous avoir aimés assez pour nous faire affronter la vérité, a fini Théo. J'ai mis mon bras autour des épaules de Théo, puis de celles de Julien, puis de Nicolas. Mes fils, enfin à la maison. Marianne avait écrit dans sa dernière lettre que la seule chose qui comptait était qui venait. Aujourd'hui, nous sommes tous venus. Pas parce que nous le devions, mais parce que nous l'avions choisi. Et j'ai réalisé que c'était ce qu'elle avait voulu depuis le début. Pas la conformité, pas l'obligation, mais le choix. La décision consciente d'être présent, d'être une famille, de compter les uns pour les autres. Elle sourit, ai-je dit. Où qu'elle soit, elle sourit. Comment tu le sais, a demandé Théo. Parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Nous tous ensemble par choix. C'était toujours son rêve. Nous sommes restés là un long moment. 4 hommes unis par la perte et l'amour, et la grâce intransigeante d'une femme qui a refusé de nous laisser nous abandonner nous-mêmes. L'héritage n'était pas l'argent. Ce n'était jamais l'argent. L'héritage, c'était ce moment, ce choix, cette famille brisée et raccommodée, apprenant à être là les uns pour les autres. Cela valait plus que tout ce que 8 millions d'euros ne pourraient jamais acheter.